Et oui, nous terminons notre semaine dédiée effectivement à l'évolution statutaire de la Guyane. 5 jours, 5 invités, 5 acteurs qui interviennent et sont intervenus sur cette question essentielle. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent retrouver les 4 premiers entretiens sur la page YouTube de Radio Pays pour avoir un aperçu des avis et des positions de chacune et de chacun. Pour terminer notre semaine, nous donnons la parole ce matin à la CTG, à la majorité, puisque c'est le conseiller territorial Boris Tchonksit qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur Zamit. Merci beaucoup Boris Tchonksit d'avoir accepté déjà notre invitation. On va commencer peut-être par une question de planning, d'agenda. La dernière réunion de travail sur ces questions d'évolution statutaire a eu lieu il y a un petit peu moins de 2 semaines. La CTG avait annoncé qu'il y en aurait une nouvelle demain, mais Yvan Goua, qu'on a reçu ici même hier matin, a expliqué que cette réunion n'était pas confirmée. Elle aura lieu ou elle n'aura pas lieu cette réunion de demain ? Elle n'aura pas lieu. D'accord. Il avait été question en effet de la programmer à demain. Mais entre-temps, il y a eu le sujet du congrès des maires, du salon du tourisme, et puis finalement, la crise sanitaire s'est insérée, et avec la recrudescence des cas et l'inquiétude que cela génère, d'un commun accord, beaucoup d'élus ont considéré qu'il était opportun de différer peut-être encore un peu la tenue de la prochaine réunion. Ça fait 4 ans maintenant que les accords de la Guyane ont été signés. On le sait, hein, l'évolution statutaire d'un territoire, c'est un long processus. Mais on a quand même l'impression que finalement, depuis l'année dernière, depuis le dernier congrès des élus, les choses avancent quand même très lentement. Comment est-ce que vous expliquez ça, ce temps vraiment long ? Oui, alors ce que je crois, c'est qu'il y a malheureusement à ce sujet-là un peu d'instrumentalisation du débat. Dans le cadre d'une campagne électorale qui est proche, et celle de la CTG. Et cela, je le regrette, parce que je pense que c'est un sujet qui devrait, à défaut de pouvoir permettre un consensus général, je ne suis pas naïf, mais au moins une concorde sur l'intérêt qu'il y a d'avancer de concert et pas de se tirer dans les jambes, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on peut toujours faire mieux, évidemment, mais il y a eu, de manière certaine, la crise sanitaire qui a perturbé les travaux. Et ça, je pense que tous ceux qui sont de bonne foi ne peuvent que le reconnaître. Pour le reste, s'il est exact qu'on peut toujours faire mieux, en tout cas, on est dans une méthode qui a du sens, puisqu'on essaye d'avoir une concertation pour qu'il y ait un maximum de gens présents. Il ne faut pas confondre ceux qui sont très mobilisés, c'est tout à leur honneur, par rapport à d'autres qui ont des agendas plus contraints, et notamment beaucoup d'élus locaux, beaucoup de maires, des parlementaires. Donc avant de pouvoir réunir une commission de travail, si on la veut efficace, il faut s'assurer qu'il y ait des disponibilités maximales. Et se déplacer aussi partout sur le territoire, parce qu'il me semble que la réunion de travail qui était prévue demain, à la base, devait se rendre à Saint-Laurent-du-Maroni. Mais Madame le maire a exprimé pas des inquiétudes, elle disait qu'elle était prête à nous accueillir, mais qu'elle pouvait également le faire par visioconférence. Vous savez, les règles veulent que l'on se déplace le moins possible en période de recrudescence de cas. Et donc, on va s'organiser pour travailler de manière concertée, soit en présentiel, soit en visioconférence. Mais il faut être convaincu que c'est la volonté de la majorité de la CTG que ce débat avance. Et dire le contraire, c'est mettre de la polémique qui me semble totalement inutile et surtout déconnecté de l'intérêt supérieur de tout cela. On parle, et vous l'avez raison de le dire, on parle d'évolution statutaire. Ce sont des choses qui ont vocation à organiser le territoire pour son avenir. Et ça va dépasser le cadre des personnes qui incarnent aujourd'hui les modalités de ce changement. Donc retard dû, on va dire, par la crise sanitaire, mais aussi par les élections de la CTG qui arrivent au mois de juin. Ça veut dire finalement qu'il faudra attendre ce scrutin pour que les travaux reprennent véritablement ? Non, je suis convaincu qu'il y aura une prochaine commission avant la tenue des élections. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous dis, ceux qui pensent qu'il y a une volonté d'inertie ou de paralysie de la part de l'exécutif de la CTG se trompent. Et nous le démontrerons par la tenue de la prochaine réunion. Rodolphe Alexandre avait annoncé l'an dernier, lors du congrès des maires, du congrès des élus, qu'il faudrait à peu près 5 ans pour que la Guyane ait un nouveau statut. 5 ans, c'est faisable, vous y croyez ? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette évolution-là ne pourra pas se faire sans le concours de l'État. Pour 2 raisons. La première, c'est que l'évolution que nous voulons suppose un bouleversement des règles constitutionnelles actuelles. Et c'est la raison pour laquelle on parle de réforme constitutionnelle, qui est un prérequis, puisque nous voulons un statut qui soit en dehors des cadres existants, que sont le 73 et le 74. Nous aspirons à prendre le meilleur des deux, et c'est la raison pour laquelle on parle de statut sui generis, c'est-à-dire de statut spécifique, qui ne relève pas d'articles qui existent déjà dans la Constitution française. Donc il faudra attendre déjà que la Constitution soit réformée sur ce point. Il faut qu'il y ait, à minima, une réforme constitutionnelle qui nous permette
de mettre en œuvre le statut qui nous semble le plus adapté. Sinon, on ne pourra pas le faire. Et là, pour le coup, c'est entre les mains du président de la République. Exactement. Et ça, c'est important de le rappeler. Et l'agenda gouvernemental et présidentiel en particulier, on ne le maîtrise pas. Le gouvernement tâtonne un petit peu sur les questions d'élection. On a reporté les territoriales, mais d'une semaine. Vous voyez, je crois que ils font de leur mieux, certainement, mais il n'y a pas beaucoup de lisibilité sur le calendrier de la réforme constitutionnelle. Je ne pense pas que ce soit la priorité du gouvernement aujourd'hui qui gère la crise sanitaire au niveau national et qui va prochainement devoir organiser les élections présidentielles. Donc, ça ne nous empêche pas de travailler. Mais il faut garder à l'esprit qu'on ne pourra pas aboutir, en tout cas incarner le projet Guyane, s'il n'y a pas cette réforme constitutionnelle. Le final cut, entre guillemets, finalement, appartient à l'État français, et ce que la Guyane peut faire, c'est finalement continuer ses travaux. Voilà. Mais à la fin, il y aura un mur, quoi. Voilà. L'ingénierie, c'est nous. C'est-à-dire concevoir le meilleur statut, c'est nous. C'est localement que nous aspirons à être la force de proposition. Ça ne reviendra pas à l'État de nous dire quel statut est le plus adapté pour nous. En tout cas, c'est la vision que nous en avons à la majorité, mais aussi, je pense, avec tous les membres et acteurs de ce débat-là. Mais nous ne pourrons pas le faire. En tout cas, une fois que nous aurons travaillé et finalisé un projet, il ne pourra rentrer en vigueur, si on veut employer des termes juridiques, que quand il y aura eu la réforme constitutionnelle. Dernière question d'organisation, on va dire, Boris Tchonksit, avant ensuite d'entrer dans le détail un petit peu des propositions qui sont faites ou non concernant cette évolution du territoire. Si vous êtes avec nous, c'est aussi pour réagir aux différentes choses qui ont été pointées du doigt depuis lundi. À la fois Mylène Mathieu et Yvan Goua ont mis en avant un manque de préparation, un manque d'organisation de la CTG sur la mise en place de ces travaux. C'est quoi votre avis sur ce point ? C'est malheureusement de la polémique. Je vous dis, prétendre que les choses sont parfaites, ça n'a pas de sens. Quand vous prenez des responsabilités, quand vous devez conduire des travaux, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Surtout quand dans la composition de la commission de travail, il y a parfois des antagonismes politiques, il faut le dire. Moi, vous savez, j'ai une parole libre et je sais qu'il y a beaucoup d'arguments qui sont de mauvaise foi. Il y en a certains qui sont pertinents et là-dessus, on essaie de s'améliorer. Il n'y aura pas de consensus. J'espère qu'il y en aura un maximum possible. Vous savez, il faut que nous raisonnions en termes de Guyanais, c'est-à-dire de personnes qui ont la volonté que ce territoire et que ce pays avance. Donc j'espère qu'il y aura sur les points les plus importants un vaste consensus, parce que c'est comme ça que nous serons plus audibles au niveau de l'État, qui a toujours eu le beau jeu de se jouer des divisions locales. Mais j'ai compris que sur certains points, il n'y aura pas de consensus. Et après, ce sera, en tout cas au sein de la commission de travail, nous verrons au second échelon qui est le plus important, c'est le congrès des élus. Moi, je veux que les auditeurs aient bien ça à l'esprit. La commission de travail est une émanation qui a été ordonnée par le Congrès. De l'an dernier. Exactement. Suite à la décision de mettre en place ce statut sui generis. C'est une commission qui n'a pas de légitimité au sens ni électoral du terme, ni institutionnel du terme. C'est une commission de travail. Au sein de cette commission, nous avons compris qu'il y a des sujets qui sont clivants, comme l'organisation d'un corps électoral spécial, par exemple, ou l'intérêt qu'il y ait ce qu'on appelle la bicéphalité, c'est-à-dire un président d'exécutif et un président de l'Assemblée délibérante, ce qui n'est pas le choix de la majorité de la CTG. Donc au sein de cette commission, on a vu qu'il y avait des sujets sur lesquels on aurait du mal à avoir un consensus. Il y aura donc un procès-verbal de fin de travaux qui sera remis au Congrès, et le Congrès est composé d'élus, c'est-à-dire de personnes légitimes. Vous savez, j'aime bien rappeler ce qu'est la légitimité dans un État démocratique. C'est quelque chose qui a du sens. Et donc, il appartiendra aux élus de Guyane, les maires, les parlementaires, les conseillers territoriaux, de débattre sur la base des travaux de cette commission et puis de décider sur le plan politique de ce qu'il devrait en sortir. Ce congrès des élus, vous pensez qu'il pourra se tenir quand ? Je n'ai pas de visibilité pas de date précise. Pour l'instant. Il faut, en théorie, que les travaux de la commission soient achevés, puisque c'était le mandat que le Congrès avait donné, c'était d'amender le projet Guyane. Alors, je vais vous poser ma question différemment. Ces travaux de la commission, ils devraient durer combien de temps ? Écoutez, il reste encore des sujets. On a abordé beaucoup de sujets. Vous savez, on nous dit qu'il y a de l'inertie, mais il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. Je pense qu'il nous faut peut-être encore 1 ou 2 réunions et ensuite on sera en capacité d'aller au Congrès. Boris Tchonksit, je vais vous poser la même question que j'ai posée à tous les invités depuis lundi. La priorité, selon vous, de ce changement statutaire, c'est quoi ? Il y a énormément de sujets, on a commencé à le dire, qui sont liés de près ou de loin à la question des statuts, mais est-ce qu'il n'y en a pas un, selon vous, qui soit finalement plus important que les autres ? C'est-à-dire dans le cadre de la réforme que nous a... Tout à fait, oui. La capacité de pouvoir avoir d'une part des normes qui correspondent à nos intérêts et à nos spécificités, c'est ce qu'on appelle la possibilité de faire des lois pays. Des lois pays.
et puis de pouvoir adapter aussi les normes nationales ou les normes européennes. Ça, pour le coup, j'ai quand même l'impression que tout le monde est d'accord. Il y a un consensus, évidemment, et c'est important de le rappeler. Vous voyez, on parle beaucoup de nos différences, mais moi, je voudrais aussi insister sur nos points de convergence, parce que, comme je disais, si la campagne électorale ou les campagnes électorales font parfois interférence avec ces travaux-là, je pense qu'il y a de la bonne volonté de part et d'autre de la table et chez toutes les personnes qui composent cette commission de travail. Ça, je veux bien le reconnaître. Et sur ce point particulier, c'est-à-dire la capacité d'avoir des normes qui nous ressemblent, il y a un large consensus. On se souvient, il y a 3 ans maintenant, à l'occasion des États généraux de la Guyane, que la population avait souhaité que cette évolution statutaire permette à la Guyane de se développer sur tous les secteurs. En clair, plus de pouvoir à la Guyane. Cette question du partage de compétences, finalement, elle en est où? Est-ce qu'en l'état actuel du projet, vous pouvez ce matin nous dire qu'est-ce qui sera du ressort de la collectivité et qu'est-ce qui sera du ressort de l'État? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a des compétences qui sont dites régaliennes, c'est-à-dire qui relèvent de la responsabilité de l'État, comme la défense, la monnaie, voilà. la police, la justice. Alors, ça restera toujours entre les mains de l'État. Alors, dans le projet du Front, ils veulent des compétences partagées. Ça pose des questions juridiques sur les compétences partagées. On n'est fermé à rien. Et puis, il faut aussi que l'État soit en capacité d'accepter. Parce que vous savez, l'État, sur les compétences régaliennes, n'a pas forcément envie de tout déléguer et aura nécessairement son mot à dire. Faire croire que l'on pourra imposer à l'État le partage de compétences régaliennes s'il ne veut pas, c'est totalement illusoire. Il faut le dire, ça aussi. C'est important. On n'est pas dans une démarche d'indépendance. Si on est un État indépendant, on a toutes les compétences, même celles qui relèvent du régalien. Donc là, encore une fois, il y a les débats guyano-guyanais. Il y aura des débats avec l'État français. Évidemment, ce sont ses compétences. Et puis, par ailleurs, il y a des compétences sur lesquelles on est tous prêts à s'accorder. Ce sont celles qui permettent à terme un développement endogène, c'est-à-dire la capacité pour nous d'être force de décision sur la délivrance de permis miniers, par exemple, l'autorisation d'exploiter le foncier, d'exploiter nos forêts, d'exploiter nos ressources halieutiques, etc. Donc tout cela, nous voulons pouvoir être la force de décision. Donc on va dire vraiment le développement économique, vous voulez qu'il appartienne plus à la Guyane. Il y a également le volet culture dont il faut parler, qu'on ait plus de spécificité dans l'éducation de nos enfants sur la culture guyanaise. Oui. Le domaine du sport, enfin, évidemment l'économie c'est le vecteur le plus important puisque c'est ce qui est le moteur de toute évolution, mais sur plusieurs sujets il y a la volonté d'avoir des lois qui soient adaptées à ce que nous sommes. Et là pour le coup l'État français ira dans ce sens-là? Je pense que c'est son intérêt. Vraiment, penser que l'État va s'opposer à tout, à mon avis c'était peut-être vrai il y a une décennie, mais c'est peut-être moins vrai maintenant parce que je crois que s'il est lucide, il va comprendre que l'intérêt qu'il y ait encore des relations dans la République de la Guyane, il faut que cette attente de la population qui était traduite dans la rue, dans les faits, et par les urnes, en tout cas les élus, trouve une réponse institutionnelle. Exactement. C'est l'intérêt de chacun. Lors de la dernière réunion, le 10 avril, vous avez défendu, on a commencé à en dire quelques mots, une vision monocéphale de la gouvernance, comme c'est le cas actuellement. Vos opposants mettent en avant le fait que pour qu'il y ait un vrai débat démocratique, il faudrait une organisation à 2 têtes. Pourquoi, pour quelles raisons est-ce que selon vous, la gouvernance à une seule tête, comme c'est le cas actuellement, c'est la bonne solution? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord le constat que cela fonctionne. Ce sont les institutions qui sont actuellement en vigueur, qui étaient actuellement en vigueur à la région, qui le sont à la collectivité territoriale de Guyane. Ça n'est pas le cas en Martinique. La collectivité territoriale de Martinique a 2 têtes. Et l'on constate aujourd'hui, et après on a échangé évidemment avec les élus martiniquais, que ça pouvait générer de l'instabilité institutionnelle. Surtout quand il s'agit de composer une majorité de circonstances, comme ça a été un peu le cas en Martinique. Et je vais faire un peu de politique, si vous me permettez. Quand on voit l'alliance qui se fait aujourd'hui contre la majorité sortante, assez hétéroclite, on se dit que si un jour ils sont élus et qu'il y a des dissensions et que vous avez un président d'exécutif, un président de l'Assemblée délibérante, ça peut aboutir à un blocage institutionnel majeur. Donc préférer la stabilité finalement, c'est ça? Oui, surtout que le procès en autocratie ou en dictature n'a pas de sens. Oui, parce que je vous pose la question, Boris Tchonxit, parce que c'est vrai que ce qui ressort des interviews qu'on a données depuis lundi, c'est quand même l'impression que, je résume, mais Rodolphe Alexandre régnerait sans vraiment de contre-pouvoir, et s'il y avait une gouvernance monocéphale, quels seraient justement les contre-pouvoirs à la majorité, peu importe d'ailleurs la personne qui serait à la tête de la CTG? Alors, ça n'a pas de sens d'un point de vue institutionnel, parce que le président de l'Assemblée délibérante n'a pas les mêmes compétences que le président de l'exécutif, et que c'est l'exécutif qui impulse la dynamique de la majorité.
Je vous dis, il y a beaucoup de contre-pouvoirs. Il y a le rôle de l'opposition, et on peut dire qu'on a toujours eu des oppositions très actives, je leur rends hommage, ils devraient être heureux à ce niveau-là. Il y a le contrôle de l'égalité, ça veut dire que les décisions qui sont prises sont sous le contrôle juridique de l'État, par rapport à leur orthodoxie. Il y a vous, les médias. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, les élus peuvent faire les choses dans leur coin sans que ça se sache. Et la critique, elle est pour le moins audible. Et c'est le jeu de la démocratie. Si on ne veut pas faire de politique, et si on ne veut pas être critiqué, il ne faut pas faire de politique. Et puis, il y a tous ces... Tout cela fait qu'on ne peut pas dire que l'on travaille dans l'opacité ou sans contradiction. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut, surtout au moment où on va devoir gérer une évolution statutaire, qu'il y ait de la stabilité politique. Ceux qui sont aux commandes, ce sont ceux qui sont issus des urnes. C'est aussi un rappel important à faire. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont légitimes. Et il y a une respiration démocratique tous les 6 ans. Ce ne sont pas des mandats staliniens qui durent 20 ans. Et moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse avoir au sein de la future collectivité qui devra gérer l'évolution statutaire une grande stabilité politique. Et ce que je crois, c'est que quand on installe 2 présidents, 2 exécutifs, 2 cabinets, pour peu qu'il y ait des crispations internes, vous pouvez vous trouver ensuite dans des luttes d'influence, dans des luttes de pouvoir, et finalement ne pas avancer et gérer des querelles internes. La stabilité politique avant tout, pas de risque donc d'autocratie. Merci beaucoup Boris Tionxhid. J'avais beaucoup d'autres questions à vous poser, mais malheureusement on a déjà un petit peu dépassé le temps imparti. On vous recevra de nouveau pour parler de toutes ces questions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.